Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission dédiée à une championne qui a su surmonter de nombreuses épreuves pour atteindre les sommets de son sport, Eman Khelif. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à son parcours exceptionnel, marqué à la fois par des triomphes glorieux et des épreuves profondément injustes. Eman Khelif, médaillé d'or olympique, est une figure emblématique de la boxe mondiale. Cependant, derrière cette victoire éclatante se cachent deux affaires qui ont secoué le monde du sport, soulevant des questions fondamentales sur l'éthique, la justice et le respect des athlètes. La première affaire remonte au championnat du monde de boxe amateur à New Delhi, où Eman, en lice pour la finale dans la catégorie des moins de 66 kilos, a été brutalement exclu par la Fédération internationale de boxe pour non-respect des critères d'éligibilité. Un motif vague révélant en réalité une confusion entre les notions de genre et de sexe. Cette exclusion a mis en lumière des questions cruciales sur la lumière ou sur la manière dont sont traités les athlètes dont l'identité de genre ne correspond pas aux normes traditionnelles, dévoilant ainsi une faille dans la compréhension et l'application des règles. La deuxième affaire, plus récente, s'est déroulée aux Jeux olympiques de Paris lors des huitièmes de finale entre Eman et Angela. L'Italienne Angela Carini, dans un acte de déni, a abandonné le combat après quelques secondes, lançant une accusation infondée et blessante. « Ce n'est pas possible, c'est un homme ». Ces mots ont déclenché une tempête médiatique et politique internationale, alimentée par des personnalités influentes de la première ministre italienne Giorgia Meloni à l'ancien président américain Donald Trump, en passant par Elon Musk. Tous ont contribué à faire de cette affaire un véritable champ de bataille idéologique. Pour analyser ces deux affaires, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau Mustapha Berraf, membre du Comité international olympique, président des comités nationaux olympiques d'Afrique, vice-président des comités nationaux olympiques, président de la fondation Olympa Africa et titulaire de l'Ordre du mérite olympique qui a soutenu Eman Khelif tout au long de son parcours. Il partagera avec nous les coulisses de cette lutte pour la justice. Nous recevrons également Maître Nasreddin Lézard, avocat et ancien vice-président du tribunal algérien de règlement de litige sportif, qui nous éclairera sur les motivations profondes et de cet acharnement. Enfin, Mourad Belgedj, ancien ministre algérien des Transports, apportera une perspective sur la place du sport algérien dans le monde. Alors, Eman Khelif est-elle la véritable cible ou est-ce l'Algérie tout entière? Derrière ces accusations, se cache-t-il un conflit idéologique plus large, une lutte de pouvoir entre institutions sportives ou simplement un déplorable cas de misogynie? Ce sont autant de questions et bien d'autres que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. À tout de suite sur Atypique, la télévision belge, francophone, internationale. Monsieur le ministre, monsieur Berraf, monsieur Lézard, bonjour à vous trois et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Je poserai ma première question à monsieur Berraf. Monsieur Berraf, vous êtes
parce que parmi nous, la dernière personne qui a revu la championne, Iman Khelif, et pour cause, hein, vous avez fait partie de la délégation qui a été reçue hier par le président algérien, M. Tebboune, pour accompagner donc les 3 champions olympiques. Ils ont reçu, ils ont été décorés de l'ordre du mérite de la main du chef de l'État. Comment va-t-elle? Comment se porte Iman? Avant tout, bonjour et merci pour votre invitation. Et bonjour à toutes celles qui nous regardent, de Bruxelles ou d'ailleurs. Elle va très bien, elle est très heureuse, elle est pleine de joie et de bonheur d'avoir remporté d'être montée sur la plus haute cime du mouvement olympique mondial et surtout dans des conditions pareilles. Je crois que sa volonté et sa détermination inébranlable ont fait qu'elle ait pu réussir ce qui était très difficilement réalisable. Et actuellement, elle est auprès des siens. Et je crois qu'elle-même, elle est rentrée dans son petit bourg à Charette pour être avec sa famille, ses voisins et toute la population de la ville de Charette. Monsieur Beraf, vous étiez physiquement présent tout au long des compétitions à Paris. Que s'est-il passé vraiment? Physiquement et moralement. Et moralement, et je sais que vous avez été très proche de Iman Khelif. Que s'est-il passé réellement? Bon, cette affaire malheureuse, cette malheureuse affaire, si on peut s'exprimer comme ça, a commencé, elle n'a pas commencé à Paris, elle a commencé en 2023 au championnat du monde, et où elle a été brutalement exclue de la finale par les responsables de l'Association mondiale de la boxe qui existait à l'époque, et pour des raisons que je considère vraiment comme très litigieuses et très fortuites. Elle était en finale du championnat du monde. Elle a été exclue. On ne sait toujours pas pour quelle raison. C'est une décision que nous avons considérée comme non seulement inadaptée, mais illégale et surtout infondée. Et donc, il y a eu un recours qui a été fait auprès du Comité international olympique, auprès du président du Comité international olympique, le docteur Thomas Bach, qui est un homme d'une grande intégrité et d'une grande sagesse, qui a statué sur le cas et qui l'a autorisé à continuer son parcours et donc aller se qualifier aux Jeux olympiques à Dakar, car les qualifications ont été prises en charge carrément par le mouvement olympique, par le Comité olympique international. Et à ce moment-là, elle a remporté aussi des victoires très complexes et très difficiles. Et je crois que avoir passé cet écueil déjà à Dakar, au niveau africain, c'était une très grande étape qui l'a renforcé dans ses convictions et dans sa détermination. Ensuite, il y a eu naturellement une préparation très ardue qui a été faite en partie en Algérie, aux États-Unis, en France. Et elle a, il faut le dire, travaillé d'arrache-pied, inlassablement pour essayer de se mettre au niveau le plus haut. Et elle a réussi, on est fiers d'elle. Elle a réussi, il y a eu ces tentatives ces altermoments, ces accusations infondées et qu'on peut qualifier vraiment de déloyales par les anciens responsables de l'IBA, puisque l'IBA a été, la Fédération internationale, a été exclue du mouvement olympique. Ils ont considéré qu'il fallait qu'ils justifient un peu ce qu'ils ont fait au championnat du monde. Et donc, ils ont remis ça sur le tapis.
Mais bon, bien heureusement, le Comité international olympique et son président ont balayé tout ça d'un revers de la main, l'ont soutenu et l'ont, je puis le dire, pas seulement soutenu, l'ont accompagné dans sa détermination pour réussir la médaille. Et elle a été à la hauteur, de toutes les espérances et elle a gratifié le peuple algérien de cette victoire. C'est une héroïne. Pour moi, je pense que c'est vraiment une héroïne. Elle fait partie de la catégorie des anciennes Algériennes qui ont combattu pour la révolution. Et elle a combattu pour une révolution, celle du progrès, de l'émancipation. Et je crois qu'il faut lui rendre un vibrant hommage. C'est très fort ce que dit M. Beraf, hein, Maître Lézard. Et on comprend aussi à travers ses propos qu'au fond, et je l'ai dit à l'introduction, il y a eu pas une affaire, mais deux affaires concernant Iman Khelif, et à deux niveaux. Éclairez-nous, Maître. Merci pour votre aimable invitation qui nous permet de nous exprimer sur un sujet d'abord d'intérêt national, mais aussi international et universel. D'abord, je reviens, M. Beraf est sans doute plus informé que moi, mais je souhaiterais un peu préciser quelque chose. La décision, c'est-à-dire qu'il y a deux affaires, effectivement, l'une, à mon avis, trouve son origine dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que les événements de 2024 ont puisé un peu dans l'événement de 2023. L'exclusion d'Iman Khelif de 2023 est un point qui est encore obscur, à mon avis. On ne sait vraiment pas pourquoi, et c'est vraiment comme à ce niveau-là de cette importance puisse être couverte, si vous voulez, puisse être évacuée de cette façon. Le président de l'association International Boxing Association avait tout simplement dit qu'ils n'ont pas, Iman Khelif et une thaïlandaise, n'ont pas atteint les critères d'éligibilité, sans expliquer quels sont-ils, ni comment, et qu'il ne peut pas révéler ça pour des raisons de respect de l'intimité, de respect du secret médical et de l'intimité de la personne, de l'intéressé. Les choses donc se sont déroulées comme ça et la chose a été à mon avis évacuée. Je n'ai pas... Même Iman Khelif avait expliqué un peu qu'elle n'a pas été tout simplement autorisée à passer des compétitions avec des femmes. Donc ça, c'est un point qui est totalement obscur. On avait invoqué ici et là une question de taux de testostérone. Taux de testostérone, ce sont des hormones qui existent aussi bien à des échelles variées chez les hommes que chez les femmes. Et je ne connais pas, moi, un texte ou un cas de jurisprudence ou une décision quelconque qui ait délimité le taux rédhibitoire du testostérone, c'est-à-dire à partir de quel taux on pourrait avoir une compétition dans, parmi les femmes, avec les femmes ou avec les hommes. La deuxième question qui, à mon avis, nous sommes dans un mélange de concepts. On avait parlé aussi d'une question de genre, et non une question de sexe. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. En droit, on dit toujours deux mots en deux sens. Question de genre, c'est tout simplement un comportement culturel, psychologique, alors que la question de sexe est une question anatomique. Alors qu'on avait parlé de questions de genre, c'est-à-dire ce sont des hommes ou des femmes qui, plus ou moins, se comportent d'une façon un peu différente ou plus rapprochée de l'autre sexe. Des femmes qui se comportent un peu comme des hommes sur le plan social ou personnel ou vice-versa. Ce qui a été exploité, à mon avis, la question, l'épisode de 2024 qui a été exploité, même d'une façon assez maladroite. On a évoqué une question de sexe, c'est-à-dire que la personne par qui le scandale est arrivé, sans qu'elle le veuille, je dois le dire, parce que l'athlète italienne, finalement, s'est excusée et s'est exprimée, à mon avis, par une figure de style. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, c'est un homme. Et il y avait des fomentateurs, je suis sûr, des gens qui étaient à l'assaut de n'importe quel prétexte
pour faire éclater un scandale. On a utilisé cette phrase qui est encore une fois, une simple figure de style pour lui donner un sens que peut-être l'auteur n'avait pas voulu. Et on avait commencé à spéculer en disant que Iman Khalif était un homme et non une femme. Et le reste s'en est suivi. J'aurais pu comprendre qu'il s'agit d'un épisode anodin s'il n'y avait pas toute l'exploitation politico-médiatique qu'on a suivie. Et il y avait d'abord la réaction de Meloni. Meloni qui s'était mêlée en fait, excusez-moi de le dire comme ça, puisqu'il ne la regarde pas, un chef d'État ne s'occupe pas de questions de sport. Et qui avait fait une réflexion, on ne devrait pas laisser, etc., etc. On ne devrait pas laisser des compétitions aussi inégales. Mais le sport est fait d'inégalités. Si on devait annuler... Giorgia Meloni est chef de gouvernement, elle n'est pas chef d'État. Ah, oui, chef d'État, Premier ministre de droite. C'est important de le souligner, effectivement. De l'extrême droite. De l'extrême droite. Et elle sera relayée justement par un certain nombre de gouvernements de l'extrême droite aussi, notamment en Espagne. Notamment en Espagne, il y a eu aussi... ça aurait été aussi... Si c'était resté à Meloni, j'aurais conclu à une action chauvine, à une réaction intempestive chauviniste. Et là, il y a tout un groupe de pays d'extrême droite qui sont venus à la rescousse de Meloni et en train de contester quelque chose qui était complètement insensé, qui ne reposait sur rien, c'est que Iman Khalif était un homme. Rien dans le dossier, dans les discussions, dans les rapports officiels, ne laissait supposer cela. Enfin, l'International Boxing Association aussi, qui est une partie par qui le scandale est arrivé, qui avait gardé l'obscurité et le silence, une opacité totale sur les raisons de son exclusion, qui a décidé d'organiser une conférence de presse pour maintenir mordicus qu'il y avait des anomalies sans citer lesquelles. Et je ne vois pas quel est l'intérêt, enfin je ne vois pas, je le comprends, je suppose. Je ne sais pas, je pense que l'International Boxing Association est en train de régler son compte avec le CIO qui l'a expulsé et qui l'a banni du mouvement olympique. L'International Boxing Association avait poussé, je dirais, excusez-moi l'expression, je le dis comme c'est départi de son obligation de réserve en organisant une conférence de presse 2 jours avant conférence. 2 jours, si vous voulez, avant, plutôt la veille de la finale, et c'était un peu pour continuer à mener une cabale contre Iman Khalif. Tout cela aurait été aussi anodin, pardon, il y a une succession de faits qui nous amène à conclure que tout ça est une cabale qui a été préparée, qui a des dessous, des tenants et des aboutissants, politiques et aussi, comment dirais-je, ça peut, à mon avis, à un autre niveau, beaucoup plus... Monsieur Lézard, permettez-moi de poser la question politique à notre 3e invité, le ministre Mourad Belghadj, qui nous rejoint, je le rappelle, depuis les États-Unis d'Amérique. Monsieur le ministre, selon vous, ces attaques contre Iman Khalif sont pour affaiblir le sport algérien à l'international ou plus singulièrement pour nuire à la personne de Iman Khalif, où il vise carrément toute l'Algérie? Je crois qu'il est un peu détroit, parce que d'abord, on veut éliminer, si vous voulez, l'objet du débat, qui est Iman Khalif, qui est une championne absolument extraordinaire et reconnue par le monde entier, et qui a honoré non seulement son pays, mais qui a honoré la femme algérienne. Quand on parle en Occident des femmes, dans le monde arabe, on fait toujours ressortir les points négatifs qui existent encore ça et là. Alors que là, elle est championne aux yeux et au su de tout le monde, sur la planète, à la télévision, et on essaie de dénigrer ça et de le rabaisser. La deuxième chose, c'est oui, elle est algérienne et donc on touche directement ou indirectement l'Algérie. Mais par ailleurs, on essaie d'affaiblir le sport algérien qui s'est développé par lui-même.
il n'y a pas qu'elle, il y a une championne aussi à ces Jeux olympiques qui s'était formée en Algérie, même si elle habitait en France, qui s'était très bien formée en Algérie où elle a trouvé toute l'aide voulue. Son père étant algérien, elle est automatiquement algérienne. Elle a joué pour l'Algérie. Donc il y a, il y a une espèce d'instabilité dans l'approche que certains jurys prennent vis-à-vis de l'Algérie. Et sans se sentir victimisé, je pense qu'il faut répondre du tac au tac et remettre les pendules à l'heure à chaque fois que cela se produit. Très bien. Bien sûr que nous focalisons ici sur le cas de Iman Khelif, mais nous saluons bien entendu la jeune Kailia Nemour, médaillée d'or aux Olympiades parisiennes, mais aussi Jamel Sejati, c'est ça, Monsieur Beraf. Vous avez demandé la parole, je vous la donne tout de suite, mais je me permettrai aussi de vous poser une question. À l'époque, quand on a décidé de l'exclusion de Iman Khelif au niveau de l'IBA, quelle a été votre réaction en tant, je rappelle, membre donc du comité international olympique? Je pense qu'il est d'abord nécessaire d'apporter une précision concernant cette interprétation malheureuse du comportement de la première ministre italienne qui, je pense, s'est précipitée à la suite de la déclaration de la boxeuse qui a dit que, voilà, j'ai eu affaire à un homme, effectivement. Je pense que c'est plus par sentimentalisme, comme nous-mêmes avons été agressé sentimentalement par ce processus d'exclusion. Je pense qu'il faut aussi retenir, pour éviter toute mauvaise interprétation, l'intervention du président du comité olympique italien, qui est membre du CIO, qui est mon collègue du CIO, M. Malago, qui est un homme d'une grande probité, une grande personnalité du sport mondial, et qui a clairement, dans une interview, affirmé que son athlète lui avait avoué avoir été manipulé et influencé par les gens de l'IBA. Et que cette ridicule histoire allait connaître un épilogue différent parce que son athlète a fait l'erreur de servir d'autres intérêts que ceux du sport mondial et du sport et de l'olympisme. Et il faut aussi relever le fait que la petite Italienne devait bénéficier d'une prime de 100 000 $ qui lui avait été promise. Donc je pense qu'il y a certains comportements qui n'ont pas de nature politique. Ils sont plus de nature de suprématie sportive et de mise en évidence de certains leaderships. À mon avis, d'ailleurs, cela a conduit à l'exclusion de l'IBA, qui ne fait plus partie du mouvement olympique, et qui risque de faire exclure même la boxe des prochains Jeux olympiques de 2028. Pourquoi? Parce que le fonctionnement de cette institution n'a pas obéi aux règles d'intégrité qui sont prônées par le Comité international olympique. La position du Comité international olympique était simple, claire et nette. Le président a dit, cette dame a un passeport, comment? Je lui ai dit féminin. Elle est née comment? Elle est née fille, au féminin. Elle a vécu au féminin. Elle est donc... si on rentre dans les histoires morphologiques de testostérone, etc., on va dire pourquoi au basket, il y a un basketteur qui fait 2,31 m. Alors il n'a pas le droit de jouer avec des gens qui font 1,80 m, 1,90 m. Il faudrait quand même ne pas se précipiter sur des... On va parler tout politiser. Il ne faut pas tout politiser. Le sport est indemne de la politique. Le sport et la politique,
c'est vrai que très souvent, il y a des influences politiques dans le sport. Mais on fait tout. Moi, je vis au quotidien. Je suis membre du Comité international olympique. Je peux vous dire que ces questions de politique qui terrassent la réflexion ou l'exécution de modalités sportives n'existent pas. En particulier, chez la plus haute hiérarchie, le président ne veut pas entendre parler de ça. Voilà, celui-là, c'est la politique de ceci et la politique de cela. Donc, si je peux vous dire que lorsqu'elle a été exclue, effectivement, par l'IBA, la réaction, ce n'était pas une réaction de politicien à politicien, c'était carrément une demande adressée au président du CIO qui a statué et qui lui a rendu sa légitimité, qui lui a rendu son éligibilité à la qualification pour les Jeux olympiques. C'est ce qu'on a fait. Elle est partie avec l'équipe nationale d'Algérie de boxe à Dakar. Elle a remporté son tournoi à Dakar et elle s'est qualifiée le plus honnêtement du monde pour les Jeux olympiques 2024. Donc je dis que c'est vrai que ça a touché l'ensemble du peuple algérien, l'ensemble de tous ceux qui aiment l'Algérie, mais il ne faut pas aussi trop être tendancieux à aller sur des histoires politiques, etc. On va rester maintenant, on va revenir au terrain purement juridique, Monsieur Maître Lézard. Permettez-moi de vous poser la question et je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas, si vous avez un ajout aussi par rapport à ce que Monsieur Beraf vient de dire. Et quelles sont les failles juridiques, selon vous, qui ont permis une telle injustice, au fond? Mais écoutez, je dois préciser une chose. Il n'y a pas eu de sanctions contre Imad Khalif, de sanctions au plan juridique. Il y a eu son exclusion qui, pour des raisons, moi je suis juriste, je me concentre sur les faits et sur des preuves. Nous ne pouvons pas, déontologiquement, discuter ou évaluer le motif qui a amené l'International Boxing Association à exclure, entre guillemets, Imad Khalif des compétitions, tant que ce motif-là n'est pas connu. Aussi bien l'institution qui l'a rendu ne s'est pas exprimée, et à ma connaissance, il n'y a pas eu de recours au plan juridique de la part ni de Imad Khalif, ni du comité olympique algérien. Je continue. Je pense que ce n'est pas uniquement Imad Khalif, c'est l'Algérie qui est visée, et j'explique peut-être plus loin. C'est ce que disait M. Belgedj, un peu une opposition nord-sud. Après Imad Khalif, il y a eu l'affaire Sedjati, qui est en terrain actuellement, qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Voilà quelqu'un, il y a deux anomalies. Il est accusé de dopage, ce qui est courant. Mais il y a deux anomalies à signaler dans la gestion de cette affaire par les autorités ou par la police française. C'est que ça a été pris en charge par la police, alors qu'elle devait être prise en charge par les structures du comité olympique. Ça, c'est un point très important. Le comité olympique a sa structure qui s'occupe des questions de dopage. C'est une structure qui est indépendante. La deuxième, c'est qu'on est allé fouiller. Pas seulement, on ne sait pas uniquement avec M. Sedjati, on est allé fouiller pratiquement dans la maison de sa sœur. Je dirais aussi, je rejoindrai M. Belgedj qui dit qu'il y a une politique nord-sud. Je dirais qu'il y a une politique, un problème européocentriste, parce que toute l'Europe, notamment l'extrême droite, est venue pour soutenir Meloni sur une question sportive. Sur une question sportive. Et là, ça ne s'est pas arrêté là. Je dis encore qu'il n'y a aucun fondement qui permet de mettre le sujet de la polémique. Il n'y a pas un sujet. C'est-à-dire, si vous voulez, rien ne laissait supposer que c'était une question de divergence du sexe d'Imad Khalif. Ça n'a jamais été le cas, ça n'a jamais été dit dans un rapport. Je reviendrai à la question politique. Je regrette. Tout le comité olympique ou le mouvement olympique ne peut pas se départir de deux choses. Il ne peut pas avoir d'autonomie par rapport à la politique et il ne peut pas avoir d'autonomie par rapport à l'argent. Il est soumis aux considérants politiques
et il est soumis aux considérants de l'argent. Sur le plan économique, sur le plan financier, ce n'est que récemment et encore d'une façon indépendante, d'une façon très discutable, que le comité a changé un peu, est en train d'avoir une petite autonomie financière. Mais il demeure dépendant pour l'organisation de ces événements pour des questions de sponsors, pour des questions financières. Il ne peut pas être indépendant par rapport au lobby financier. Ça, c'est fondamental. C'est une utopie. Dire que le mouvement olympique est indépendant de la politique est complètement faux. Le comité olympique prend des décisions éminemment politiques. C'est lui qui admet les États. Il a pris de bonnes décisions politiques et il en a pris de mauvaises. Les bonnes décisions politiques qu'il a prises, c'est qu'il a exclu des compétitions des pays qui étaient en guerre. Je parle notamment, il a exclu l'apartheid, il a exclu l'ex-Yougoslavie, il a exclu l'URSS, il a admis la participation politique palestinienne et en même temps que la participation israélienne, parce que le comité international olympique est rattaché un peu à la solution d'Oslo, qui est la solution de deux États. Donc, il a toléré l'existence, si vous voulez accepter l'existence de ces deux pays. Il a toléré la participation palestinienne, qui n'est pas un État, qui est un mouvement de libération. Il a autorisé, ce qui est tout à fait à son honneur, la participation d'une équipe, la création d'une équipe de réfugiés pour soutenir un peu tous ceux qui, pour des raisons politiques, ont été obligés de quitter leur pays. Par contre, ce qui restera, à mon avis, pour les Jeux olympiques de Paris, et j'ai réfléchi pourquoi ça a été possible à Paris, c'est la participation d'Israël. Pourquoi a-t-on exclu les Russes? La participation des athlètes russes, on est resté encore moyen, on a ménagé la chèvre et le chou. On n'a pas exclu les Russes, mais ils ont pu participer aux compétitions sans drapeau, avec un drapeau neutre. Mais qu'on a quand même autorisé, avec toutes les atrocités qui ont été commises à Gaza, on a autorisé la question palestinienne, la participation israélienne. Et ce point-là restera une vérole honteuse au fronton des Jeux olympiques de 2024. La participation israélienne et le drapeau israélien dans les événements ou aux Jeux olympiques de Paris est un point qui est extrêmement un point noir, une trace indélébile qui ternira à jamais les Jeux olympiques de 2024. C'est clair. Je vois que vous interpellez M. Mostafa Berraf, mais je vais vous donner la parole tout à l'heure, parce qu'il faut bien que je distribue le temps de l'émission de manière équitable, et je vais vers le ministre Mourad Belghedj. Et Monsieur Belghedj, j'espère que vous m'entendez, de Kalia, on a dit qu'elle était française. De Imen, on a dit qu'elle était un homme. Et de Jamal, on a dit qu'il était dopé. Et ma question à vous, Monsieur le ministre, que doivent faire les responsables sportifs, les responsables politiques en Algérie pour se défendre de ces diffamations au niveau international? Je pense qu'ils ont pris la question à bras-le-corps déjà au moment où la question s'est posée dans les trois cas que vous venez de citer, et ils sont à l'œuvre pour que d'abord ça se résolve à l'avantage de l'Algérie et que deuxièmement ça ne se reproduise plus. Parce que là, on est en train de mettre à l'index, en tout cas d'essayer de mettre à l'index, soit un pays, soit un mouvement sportif. Ce qui est absolument contre les règles de bienséance dans les relations internationales modernes, où l'image et l'immédiateté de l'événement est répercutée à travers le monde et vous n'avez pas le temps de réagir. Donc, le gouvernement algérien est tout à fait à la tâche et réglera ce problème pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles. Et pour les autres compétitions olympiques qu'il y a entre maintenant et 2028. Et il y a aussi le fait qu'il doit y avoir un suivi et peut-être même une anticipation de ces événements, parce qu'ils viennent toujours des mêmes sources. Je crois qu'on a le droit de surveiller ces sources-là et de s'assurer qu'elles ne dépasseront pas les bornes de l'éthique sportive et surtout du respect des athlètes eux-mêmes qui ont travaillé quelquefois toute une vie pour arriver là où ils veulent être et qu'on l'empêche par un petit mécanisme que je préfère ne pas décrire. Que peut faire le CIO pour qu'à l'avenir, justement, les athlètes algériens et tous les athlètes
du monde soient mieux protégés et plus respectés? La question que vous me posez est une question déjà pour moi qui est résolue, puisque s'il n'y avait pas eu le CIO, Mademoiselle Imen n'aurait pas participé aux Jeux Olympiques. C'est le CIO qui a approuvé et qui a soutenu Mademoiselle Imen pour qu'elle puisse participer. Sinon, elle n'aurait pas pu participer. Donc cette question que vous me posez, elle ne m'indispose pas. Je considère qu'elle n'est pas à propos. Je voulais aussi dire que moi, j'ai été athlète. J'ai été athlète de l'équipe nationale d'Algérie, tout le monde le sait, pendant 10 ans. J'ai été président de fédération, président du comité olympique pendant 18 ans. J'ai été vice-président de l'Afrique pendant 20 ans. Je suis président des comités. Je dis qu'il n'y a pas eu de contraintes politiques. Et vous avez dans reçu ces l'ordre du histoires. mérite, je le Maintenant, dis s'il à y a des gens qui l'introduction. connaissent mieux que moi la situation, qui la vivent, qui en fait partie, puisque je suis membre du comité international olympique, je suis vice-président au niveau mondial des comités olympiques, j'ai vécu beaucoup de situations malheureuses en Algérie du temps de certains, pour ne pas dire autre chose, de certains dirigeants. Allez-y, on est libre ici. J'ai vécu beaucoup de situations malheureuses. J'ai même fait de la prison pour avoir refusé d'obtempérer à une instruction, à une injection, à une injonction gouvernementale. J'ai fait 4 mois de prison. Vous savez, madame, j'ai fait 4 ans de contrôle judiciaire pour avoir refusé d'obtempérer à certaines injonctions. Durant le régime Bouteflika, c'est ça que vous voulez dire? Je sais quand même un petit peu de quoi je parle. Ça s'est passé durant le régime bouteflikiste, monsieur, on est d'accord? Non, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, Dieu merci, l'Algérie... ce qui est malheureux, c'est que certains hommes politiques dans le monde considèrent l'Algérie comme une république bananière. L'Algérie, c'est 5 fois et demi la France en superficie. L'Algérie est un pays multidimensionnel, multiculturel. L'Algérie a une histoire ancestrale qui ne s'apparente peut-être à aucune histoire d'un autre pays dans le monde. L'Algérie, ce sont tous ces gens-là. Pourquoi cet acharnement alors sur les 3 médaillés? Non, je ne parle pas d'acharnement d'État à État, je parle de certaines déclarations intempestives de M. Trump ou de M. X ou de M. Y qui ne sont pas acceptables. On ne peut pas parler d'un pays, voilà, ils ont pris un homme, ils l'ont mis pour se disputer des compétitions avec les femmes. Mais c'est quoi ça? D'où ça sort tout ça? Ces gens-là qui se précipitent à accuser même un pays d'avoir contrarié toutes les règles déontologiques et d'éthique et aussi toutes les règles humaines. Moi, je crois qu'il faut rester dans une certaine logique. Et il y a des contraintes, il y a effectivement des gens qui profitent de situations pour se faire de nom. Il y a des gens qui volent au secours de la victoire. Mais il faut rester quand même, je pense, serein. L'Algérie, c'est un grand pays qui a ses dirigeants. Le président fait tout ce qu'il peut. Je peux vous dire que presque toutes les heures, il se mettait au courant de ce que faisaient les athlètes. Toutes les heures, je peux le dire. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Hein, et je suis demandeur de rien du tout. Mais il faut lui reconnaître quand même, par rapport à certains autres dirigeants, même dans le monde, il était là, il était présent, il a donné beaucoup de moyens financiers. Ceux pour lesquels on se disputait, on s'est fait la guerre, parce que le budget du sport algérien, c'était 0,75% du budget national. On s'est battu pour ça, on a eu des tas de problèmes à cause de ça. Aujourd'hui, il y a quand même un gouvernement et un président qui a donné tous les moyens pour que ces athlètes se préparent dans de bonnes conditions et puissent arpenter ces compétitions, ces joutes mondiales dans les meilleures conditions. Maintenant, si on commence à se porter comme des victimes, on n'est pas des victimes.
On n'est pas les Algériens, et l'Algérie n'est pas une victime. L'Algérie, c'est un grand pays qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a des richesses incommensurables et qui a des richesses humaines qui sont en train de démontrer dans le monde entier qu'ils ont toutes les qualités et toutes les compétences pour diriger de grands organismes internationaux. La dernière en date, c'est l'Algéro-Française qui a dirigé l'orchestre des Jeux de Paris. Donc il faut rester quand même dans une certaine dimension. On ne va pas se porter à chaque fois. Oh, est-ce que vous savez que c'est la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, Mme Mameli, qui a fait un communiqué et qui a autorisé par écrit, contre l'avis des dirigeants de la Fédération française de gymnastique et du comité olympique, qui a autorisé notre athlète à prendre la nationalité sportive algérienne. Donc, il ne faudrait pas... Vous parlez de la jeune Kalia Nemour. Je dis qu'il ne faut pas extrapoler. Il faut rester dans la dimension humaine, il faut rester dans la dimension de la relation amicale, fraternelle. Dans le sport, il y a les échanges, nos athlètes ont fait ce qu'il fallait. Je suis content que ce soit deux jeunes filles qui aient remporté la médaille d'or. Ça prouve que, comme je vous l'ai dit au début, l'Algérienne, elle est là, elle est forte, elle a fait la révolution, elle a tenu ses enfants, elle est exceptionnelle. Donc il faut rendre hommage à ces athlètes. Maintenant, le cas de Sedjati, c'est vrai que c'est regrettable qu'on fasse une perquisition la veille d'une compétition, mais personne ne peut entraver le fonctionnement de la justice. La justice algérienne, française, américaine, quand elle intervient, elle intervient. Et Jamel Sedjati, je rappelle qu'il il est d'origine d'un endroit très strict qui est l'institution militaire. C'est un militaire. Donc c'est un endroit où on est encore plus strict qu'ailleurs pour permettre ou ne pas permettre un dopage. Ils sont venus, ils ont fait leur contrôle, ils sont repartis. Le gosse, l'athlète algérien n'a rien à se reprocher, il est clean. Ils ont trouvé qu'il est clean, ils sont repartis. Respectueusement, ils ont fait leur travail, ils sont partis. On ne peut pas entraver. C'est une très grande chance, monsieur, de vous avoir sur ce plateau de cette télévision belge francophone internationale qui donne la parole, qui ne coupe pas. Mais je vais juste faire réagir maintenant Maître Lézard. Même si vous voulez que je ne parle plus. Hein, non, parlez, avec plaisir. Avec plaisir, je vous assure avec plaisir. Il a dit l'Algérie, c'est aussi le pays des grands athlètes. Imen Khelif en est une. Monsieur Beraf a dit qu'elle était même une héroïne, parce qu'il faut se mettre à sa place. Elle est très jeune, il faut le rappeler. Elle a à peine 25 ans, loin de ses parents, venant d'un tout petit village perdu à Tiaret, à l'ouest de l'Algérie, d'une famille très conservatrice. Et elle est, au vu et au su du monde entier, traitée de tous les noms d'oiseaux. Maître Lézard, quels recours sont possibles pour Imen aujourd'hui? Alors, encore une fois, sur le plan juridique, je parle d'abord sur le plan juridique, ensuite sur le plan éthique. À mon avis, encore une fois, Imen n'a fait l'objet d'aucune sanction pour qu'elle puisse faire un recours. En quoi Imen devrait agir ou devrait être soutenu. Parce que nous sommes devant une violation, devant un problème d'abord politique. Ce sont des politiciens qui se sont pris à Imen en premier. C'est la première ministre italienne relayée par l'extrême droite. Ça, c'est ensuite par une cabale, médiatique. C'est aussi une institution sportive internationale qui s'est retrouvée contre Imen. Et là, les autorités algériennes et le CIO sont interpellés pour réagir comme il se doit et déclencher une enquête sur les pourquoi de cette diatribe ou de cette cabale. La deuxième, nous sommes au niveau, non pas au niveau d'un problème juridique, mais au niveau d'un problème d'éthique et de déontologie. Le comité international olympique, tout comme les autres comités nationaux, devraient perfectionner leur structure éthique. Et il y a un organe de règlement des litiges sportifs au niveau du CIO, c'est le TAS qui siège régulièrement
dans l'endroit où sont tenus, si vous voulez, où se tiennent mais il faudrait aussi mais il faudrait aussi une structure olympique, un travail d'éthique, un travail de déontologie, un travail moralisateur qui saura vraiment faire sortir le sport de ses différents pesanteurs, notamment la politique et aussi les finances. Mourad Belguedj, vous m'entendez, je suppose. Que devrait faire, selon vous, la diplomatie pour défendre, pour prendre la défense des athlètes algériens à l'international? Je crois que, d'abord, les autorités chargées du sport doivent encadrer nos athlètes et, par conséquent, coordonner avec les diplomates selon les pays vers lesquels ils vont pour des compétitions sportives, pour que les choses se passent de la meilleure façon. Les athlètes sont déjà soumis à des tensions et à des stress extraordinaires avant les compétitions, pendant la préparation, et ensuite à l'arrivée sur les lieux de la compétition. Et par la suite, il y a, comme ça doit être le cas aujourd'hui pour Iman Khalif, le post-traumatisme, où on l'accuse de choses qui sont créées de toutes pièces, alors qu'elle sait pertinemment au fond d'elle-même quelle est l'athlète qu'elle propose d'être et qu'elle a toujours été. Et donc, je crois qu'il faut que notre presse aussi, nos médias, organisent des débats, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, pour discuter de ces problèmes et s'assurer que ces choses-là ne se repassent plus à l'avenir et que les athlètes sont respectés comme tous les athlètes du monde pour les efforts qu'ils font et le mérite qu'ils ont à atteindre les niveaux où ils sont. Je crois que de la bonne communication, une communication ouverte, une communication partagée, mais surtout concurrentielle entre les différentes chaînes de télévision et de radio, permettra de sortir la vérité et de défendre cette vérité. Et de défendre d'abord et avant tout nos athlètes. Et je crois que nous avons de quoi être fiers. Depuis Boulmerka, dans les années 91 jusqu'à aujourd'hui, Iman Khalif, la femme algérienne a toujours été au front et a toujours été là où elle pouvait honorer son pays, et elle l'a fait, et nous devons le reconnaître. Vous êtes d'avis? Je suis entièrement d'accord avec Monsieur le ministre. Je le salue à l'occasion. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Il a entièrement raison. Je pense que maintenant, il faut aller sereinement et avec perspicacité. Il y a actuellement au niveau du comité olympique, du ministère, des ambassades, une action qui est en train de prendre forme. Et je pense que d'ici quelque temps, on aura des résultats très sérieux. Et il y a aussi le fait que la petite est passée par... Imen est passée par une période où elle a failli aller en dépression. Il faut maintenant que les choses reprennent leur véritable tempérament, qu'on aille sereinement. On n'a pas besoin de faire de l'exhibitionnisme, comme certains s'attellent à le faire. Monsieur le ministre a été clair, il faut une communication constructive, efficace et perspicace pour arriver à des résultats. Maintenant, on sait très bien que cette fille est une fille. Le CIO, le Comité international olympique, la plus haute instance sportive du monde, le reconnaît parfaitement. Elle est championne olympique. Il faut fêter ça dans la joie et arrêter de se prendre la tête avec tous ces gens-là, ces politiciens à déclaration politico-politicienne qui veulent porter une atteinte à l'image de l'Algérie. L'Algérie est un pays magnifique et ils le savent très bien. Ils ne pourront jamais attenter à quoi que ce soit de ce magnifique pays. Monsieur Maître Lézard, mes deux invités s'accordent à dire qu'il faut davantage de communication médiatique, davantage de communication diplomatique.
Qu'en pensez-vous? Tout à fait, tout à fait. Je suis pour une réflexion, une action de l'Algérie qui est un grand pays. L'Algérie est un pays qui a un grand poids diplomatique, en dépit parfois de toutes les difficultés que le pays a traversées, la position de l'Algérie ou son poids sur le plan international n'ont jamais été affectés. Et c'est pour ça que je dis que l'Algérie doit maintenant peser de tout son poids pour qu'il y ait comment dirais-je, une refonte de l'actuel olympisme. On doit travailler pour un nouvel ordre olympique, l'instauration d'un nouvel ordre olympique international. Je ne pense pas qu'une pareille polémique aurait pu être déclenchée contre une Européenne, contre une Française, contre une Belge ou contre une Américaine. Et je continue à le dire, c'est parce que c'est une Algérienne qu'elle a été une cible commode pour un certain nombre de raisons. Je vais citer pourquoi le mouvement olympique doit se remettre en cause. Il faut citer que depuis que le comité olympique est créé, il a été uniquement présidé depuis des années, à une exception près par des Européens. Pourquoi jusqu'à maintenant aucun pays africain n'a organisé les Jeux olympiques? Voilà les questions que l'on devrait se poser. Nos athlètes qui se déplacent ont besoin d'un encadrement juridique, d'un encadrement éthique et d'un encadrement moral. J'ai lu quelque part, et je parle sous toute réserve, que l'entraîneur d'Iman Khalif aurait dit à propos de l'épisode de 2023 qu'on lui a remis un document en anglais qu'elle a signé mais qu'elle n'avait pas compris. Iman Khalif elle-même, quand elle avait annoncé son exclusion, ne savait pas exactement pourquoi. Et je pense que c'est à ces phases-là qu'il devait y avoir un encadrement juridique sur place pour effectuer les recours sur place. Pour que, effectivement, je comprends qu'il y a peut-être un secret médical qui ne pouvait pas être révélé, mais ça aurait pu être aussi quelque chose de banal, que sur place, un encadrement juridique aurait exercé les recours et la question aurait été traitée dans la confidentialité, dans le respect de l'intimité. Donc, il y a un sens, effectivement, de la communication, il y a un travail de réflexion qui doit être mené aussi bien par les sportifs, par les juristes et que par les politiciens. Et l'objectif, c'est de retirer le sport, qui est un noble art, qui est un cercle de valeurs humaines très positives, le soustraire aux contingences politiciennes. Monsieur Belguedj, je reviens encore une fois, j'insiste. Parlez-nous un peu de la réaction de la diaspora algérienne d'Amérique après la victoire d'Iman Khalif. D'abord, la fierté après la médaille, et surtout qu'on a vu le match, donc tout le monde l'a vu en direct, ça ne posait aucun problème. La fierté et surtout le fait que les femmes algériennes savent prendre leur place partout dans le monde aujourd'hui et elles savent défendre les couleurs du pays. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, celui des médias. Il ne faut pas oublier que les médias américains sont des médias tout à fait indépendants et multiples parce qu'ils représentent en fait l'Amérique est composée des 190 pays qui composent le monde. Et tout le monde est représenté ici. Donc chacun a ses médias préférés, mais il y a une ligne de conduite qui est suivie par tous les médias, c'est chercher la vérité là où elle se trouve et n'imprimer que la vérité. C'est sur le titre du New York Times, qui est le premier journal des États-Unis, Provide what is fit to print. Ne donner que ce qui mérite d'être imprimé. Parce qu'une fois que c'est imprimé, ça va rester et c'est une partie de l'histoire. Et donc, les médias ont réagi positivement en disant il faut vérifier que c'est vrai et qu'elle est une femme, et ensuite il faut la laisser continuer. Et il y a d'autres athlètes qui sont là aussi et auxquels il faut donner leur temps. Donc, ça n'a pas été plus loin que ça. Et on a essayé d'en faire une avalanche dans d'autres pays, mais ça n'a pas marché. Voilà. Les médias américains ne montrent ou ne disent que tout ce qui est vrai. En tout cas, le slogan de Atypique, c'est de montrer ce qui est réel. Par rapport à la réalité, Monsieur Beraf, vous étiez à Paris depuis le début et jusqu'aux derniers instants, au pluriel. Comment vous avez vécu la gloire
aux côtés de vos collègues du CIO, mais aussi aux côtés de la diaspora algérienne, et c'est la plus nombreuse, hein, c'est un secret pour personne, la diaspora la plus nombreuse, la diaspora algérienne la plus nombreuse est en France. Je peux vous dire que chez les collègues, il y avait vraiment un sentiment de fraternité et de solidarité exceptionnel. Tous les collègues du CIO, hommes et femmes, et tout le monde était très content qu'elle ait eu la médaille d'or. Tout le monde. Maintenant, sur la diaspora aussi, ce que je peux vous dire, c'est que tous les Algériens, toutes les Algériennes, j'étais en train de raconter qu'au petit déjeuner, j'allais prendre le petit déjeuner, il y a une dame qui est venue, elle fondait en pleurs, et elle m'a dit, voilà, elle a gagné, elle a gagné. C'était très émotionnel. Hein. Et vous avez pleuré vous aussi, on vous a vu. Non, c'est pour vous dire que vraiment, ça a touché l'ensemble de la population algérienne en France. Hein. Tout le monde était content, les petits, bon, j'ai fait un tour, moi, du côté de Montreuil, j'avais 2 ou 3 choses à acheter, et du côté de certaines villes, à Saint-Denis, etc., tout le monde était content. Les Africains aussi étaient très contents. Il faut dire que c'était la victoire de la pugnacité, de la détermination, de la conviction contre l'acharnement de certaines personnes mal intentionnées. Et je crois que là, sur ce point-là, l'Algérienne y mène, et les Algériens ont marqué un grand point dans l'histoire. Je vais vous donner un dernier mot à chacun pour conclure librement. Maître Lézard. Vous ne posez pas de questions, je dis ce que je... Ce que vous voulez, allez-y, je vous en prie. Ben, écoutez, moi, il me semble que l'épisode d'Imen Khalif ne doit pas passer comme ça, ne doit pas être oublié. Elle doit être l'occasion d'une grande remise en cause et d'une, comment dirais-je, pour une relance de l'esprit d'olympisme, l'esprit olympique ou l'esprit d'olympisme avec toutes ces valeurs positives, faire du droit ou du sport un droit de l'homme pour tous les êtres humains, la protection ou la promotion de la femme sportive, l'égalité de tous et de chacun. Et je pense que le mouvement sportif ou le mouvement olympique ou le comité olympique doit engager cette réflexion et que les comités nationaux, notamment le comité national algérien, doit engager un débat avec toutes les ressources possibles, aussi bien les sportifs que les juristes, que les sociologues, que les politiciens, pour redonner à l'olympisme ses lettres de noblesse. Mourad Belgech, si vous êtes encore là, je vous donne un mot de conclusion. On vous écoute. D'abord, le mérite vous revient d'avoir fait ce débat, et je pense qu'il faut continuer à le faire sur les sujets qui sont importants pour l'Algérie et pour le monde. L'Algérie a une place particulière dans le monde, en Afrique, dans le monde arabe et, pensez-le bien, aux États-Unis aussi. C'est un pays qui est très respecté aux États-Unis et qui l'a démontré dans le passé. Et donc, nous devons tout faire pour que nos athlètes qui nous représentent ou nos diplomates qui nous représentent soient à la hauteur de l'événement. Et que quand ils réussissent, nous soyons là pour les appuyer et que nous savons les préparer pour l'avenir. Maintenant, il faut préparer les Jeux de 2028 et il faut les préparer dans toutes les wilayas et toutes les daïras d'Algérie. C'est là que se trouvent les jeunes athlètes qui iront pour concurrencer les autres athlètes du monde olympique. Et je crois que vous avez très bien organisé ce débat et nous serons très heureux de participer à nouveau avec vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Beraf. Je vous avais quand même apostrophé un peu sur l'histoire des Européens. Il y a de bons Européens, il y a de bons Américains, il y en a de mauvais. Je disais que, incidemment, j'étais le seul être humain à avoir bénéficié d'un mandat supplémentaire par un Européen. Et je suis algérien, je suis africain, je n'ai rien demandé.
il a tout fait, il a annoncé ça en session du CIO. Donc, il faut être reconnaissant et il faut garder cette harmonie avec l'ensemble du monde. Moi, je crois que l'athlète doit être une priorité. La détection des talents a été un peu défaillante ces dernières années en Algérie. On a beaucoup de talents qui sont répartis sur tout le territoire national et qu'il faudra identifier et promouvoir et aider. Je peux vous dire que Zidane a passé pratiquement toute sa jeunesse, que j'ai suivi attentivement, dans des familles d'accueil, il a beaucoup travaillé, il a été identifié et il a continué à travailler. Donc, jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il a été, je crois qu'on a beaucoup de talents, on a beaucoup de grands champions potentiels et il faut leur donner les moyens et les conditions de leur préparation et de leur participation à ces grandes joutes internationales. Maintenant, Imen a fait quelque chose d'exceptionnel. Boulmelka l'a fait aussi, pendant la période du terrorisme. Elle a été championne olympique et tout le monde à l'époque était tout aussi heureux. Il faut rester sur cette dynamique et entreprendre des plans d'action qui, comme l'a dit notre confrère, entreprendre par le comité olympique algérien des plans d'action, des programmes, une vision plus éclairée pour pouvoir atteindre les plus grandes cimes dans le monde. Voilà, merci d'avoir rappelé que l'Algérie, ce pays, continent, comme on dit toujours ici à Alger, est un des pays les plus proches physiquement de l'Europe. C'est peut-être une des raisons. Pour l'anecdote que vous venez de citer avec votre collègue du CIO, l'Algérie, c'est aussi le pays le plus proche d'Europe de par l'histoire, de par les échanges économiques, commerciaux, culturels, linguistiques. Cette émission prend fin. Merci sincèrement, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir été avec nous. Madame, Monsieur, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.